Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. benpromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Ma seule crainte dans cet épisode-là, c'est que on a perdu de vue une mouche tantôt, puis là, on ne sait pas trop elle est rendue où. Non, je la vois, moi. Elle est sur la lumière. OK, c'est bon. Fait qu'on va la laisser là, en espérant qu'elle est attirée par la lumière puis qu'elle va venir... Elle a l'air collée là, pour l'instant. On va donner un show, si je la pogne, je la mange là. OK, parfait, c'est ça. Ça va faire... le monsieur Miyagi... Ouais. Non, c'est vrai, monsieur Miyagi, il n'a jamais réussi à attraper la mouche, je pense. C'est Daniel San, hein? Ouais. Ça paraît-tu que par hasard, mes enfants l'ont écouté en fin de semaine, puis je l'ai écouté. Fait qu'on va commencer ça avec monsieur Miyagi et Fan qui sont avec nous aujourd'hui. Fait que merci beaucoup d'avoir... très apprécié en fait que vous ayez fait de la route un lundi pour venir enregistrer le podcast. Ça, c'est vraiment très... merci pour l'invitation. On est content d'être là. Vraiment. Oui, mais ça faisait un petit bout. On s'était... pour leur faire un petit shout-out, on s'était croisés à Du bruit à mes oreilles, leur live 24 heures. Exactement. On venait, tu sais, moi, je passais juste après votre performance. Puis il y avait des discussions. Puis là, depuis ce jour-là, on essaye de faire fitter les horaires. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis je suis content, en fait, que ce soit aujourd'hui que ça se passe et non il y a quelques semaines ou quelques mois. Parce que là, on va aussi pouvoir parler de Feu Futur Moi, qui a un album et tout. Fait que c'est comme... Tout se place pour qu'on va pouvoir parler de plein de choses différentes. Fait qu'on va commencer, évidemment, avec Fan. En fait, même les deux. Ma question première que j'allais demander, les styles sont quand même assez similaires entre Feu Futur Moi et Fan. Je me suis demandé, vous, est-ce qu'il y a comme eu une espèce de... C'est-tu à travers cette musique-là que vous vous êtes rencontrés puis que vous avez eu le déclic de comme jouer ensemble, en fait? En fait, le Fan a commencé avant le projet de Feu Futur Moi. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Alex, oui. C'était Feu Futur Moi, c'est son projet à elle. Je l'ai rencontré parce que j'ai participé à son projet. Mais à ce moment-là, dans Fan, on avait une bassiste qui était Jessica, qui était pas Alex. Puis les 2 bands évoluaient, si on veut, en parallèle. Puis c'était pas mélangé. Puis jusqu'au jour où on a eu besoin là, d'une nouvelle bassiste. Puis qu'Alex, c'était comme un choix évident qui allait de soi. Fait que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à jouer avec Fan aussi, à la basse. Oui, exactement. On essaie de garder ça le plus possible comme 2 projets distincts, mais c'est difficile vu qu'on est comme un peu le même monde, deux membres sur 3. Là, mais on fait chacun nos compos. Moi, je compose pour
Feu Futur Moi, puis Yves compose pour faire. OK. Mais est-ce que vous aviez déjà fait des shows même à un certain point ensemble ou avec d'autres projets précédents ou Ben, je pense une fois, il y a très longtemps, mais je ne sais pas encore d'enfant à ce moment-là, là, qu'on avait déjà. Tu veux dire les deux bandes en même Ouais, temps? c'est ça. On l'a essayé 2, 3 fois, puis c'est pas quelque chose qu'on aimait beaucoup. OK. En fait, on n'est pas. Moi, dans Feu Futur Moi, ben, je jouais de la batterie. Alex joue de la guitare, à la basse. D'enfant est à la basse. C'était comme beaucoup un petit peu, là, tu sais, faire les deux en même temps. Donc, deux performances la même soirée, ça devenait exigeant. Hein? Pas au même instrument, puis pas les mêmes chansons. Puis, donc, on a décidé que c'est pas quelque chose qu'on voulait faire nécessairement. Ouais. OK. Mais présentement, vous êtes encore les deux dans les deux bands. Oui. OK, c'est ça. Oui. Juste au cas que tantôt, je parle comme vous êtes dans Feu Futur Moi, puis que finalement, ça l'a changé. Puis OK, c'est bon. Mais sinon, mais pour la composition musicale, est-ce que c'est un petit peu un décide pour un band, puis l'autre décide pour un band, puis vous êtes un peu les chefs d'orchestre pour tous les autres membres qui sont autour, un peu? Ou Ben, ça, c'est vraiment séparé. Ben, dans FFM, Feu Futur Moi, ben, je compose vraiment toutes les paroles, les mélodies vocales, la guitare, mais après ça, chacun amène son grain de sel au drum et à la basse. Puis c'est ça, mais Yves, c'est vraiment, il compose vraiment les chansons de fan là, au complet. OK. En fait, ça se passe un peu de la même façon. Je compose paroles et musique, mais quand je compose la musique, je laisse ça très basique. Puis justement, après, les autres membres complètent la chose avec leur instrument. Mais la base des chansons, ça se fait de façon assez séparée. Là. OK. Puis comme toi, Nicolas, de ton côté, tu es arrivé, de ce que j'ai vu, je pense que c'est en janvier de cette année. Oui. Donc, est-ce que t'as-tu mis ta touche pas au dernier EP ou il était déjà enregistré? Non, c'est vrai, on va pouvoir en reparler. Je pense pas que tu faisais partie du road trip, on va dire. Fait que toi, comment ça s'est fait ton intégration dans le band, puis le côté comme réapprendre les tracks de drum au complet du précédent? Ben, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu disais? C'est que je suis arrivé en janvier. On s'est jasé en décembre, puis finalement, tu sais, on a laissé passer les fêtes, puis après ça, on s'est relancé, puis on a jasé un petit peu plus, puis Yves m'a envoyé les tunes qu'il y avait déjà du premier, puis quelques bribes du deuxième. Fait que j'ai écouté ça. J'ai dit, hey, ça sonne, c'est dans mon range, ça sonne bien, j'aime ça. J'aimerais ça essayer. Puis finalement, c'était un jam. Puis je trouvais que c'était le fun. Une belle ambiance, une belle vibe. Puis là, c'est là qu'on s'est mis. Je dis, regarde, ça m'intéresse, j'embarquerais là. Fait que je me suis mis à pratiquer les tunes. Puis honnêtement, je l'ai déjà dit, puis je le redis, là, le travail que Jack a fait là, sur les deux EP, là, c'était une belle job. Là. C'était une belle track de drum. Ça n'a pas été évident à monter au départ. Puis on n'a pas les mêmes influences. Ça se ressemble, mais c'est pas les mêmes influences. Moi, je suis un petit peu plus... je rentre un peu plus dans mon drum. Là, le coup de snare, il rentre un petit peu plus fort. Je suis un petit peu plus... pas basher, mettons, pas basher de drum, là, mais quasiment. Là. Okay. Jack est un petit peu plus fancy, les petites affaires un petit peu plus fancy. Fait que de cette dynamique-là, ça a été plus long à apprendre. Mais je pense que là, depuis, on a fait 12 shows depuis ce temps-là, à peu près. Plus que ça, un petit peu. Ouais, j'ai vu là, les mois précédents à l'entrevue qu'on fait en ce moment, parce que là, j'essaie de voir c'était quand la date ça allait sortir, mais je pense autour du 5 décembre. Vous avez fait comme une douzaine de shows en, grosso modo, un peu moins de 2 mois même. Fait que ça a roulé beaucoup. On a eu une grosse été, oui. Ouais, on a eu une belle été. Ouais. Une belle été. On s'est une promené belle grosse pas été. mal. On aurait pu en faire plus, mais je pense que c'était bien. Là. C'était bien. Puis, je sais pas pour eux autres, mais moi, je trouve que l'adaptation s'est faite quand même assez rapidement. Là. On a vu qu'on était 3 puis que la chimie a quand même collé assez vite. J'étais content parce que c'est pas comme ça avec tous les musiciens. Tu joues avec des gens que des fois, ça peut ne jamais coller. Là. Puis vous connaissiez pas de prime pas abord ou rien. Là. C'est vraiment comme un espèce de... un appel à tous, puis c'est toi qui as accroché. On était à la recherche d'un batteur, puis Nicolas était à la recherche d'un band. Fait que, c'est ça. Ouais. J'avais passé une annonce aux musiciens de Trois-Rivières, puis c'était pour un projet, soit un projet cover, un projet compo, peu importe. Là, j'avais ouvert la porte. Puis il m'a envoyé un message, « Hey, si ça t'intéresse, moi j'ai cette bande-là, puis on fait des compos. » Puis là, j'écoutais ça, puis hey, c'est bon. Puis c'est drôle parce qu'on habite à 5 minutes de différence. OK. On... Vous croisiez tout le temps à l'épicerie sans le savoir, il était à côté. c'est peut-être déjà arrivé. Presque. C'est bon. Et puis, tu sais, évidemment, au départ, je pense qu'à un moment donné, je vous avais mentionné, je pense que c'est Alexandra qui m'avait comme écrit.
parce que j'avais reçu Jess Fush ici à l'épisode. Puis on avait parlé de il me semble qu'il y a un band dans le coin de Trois-Rivières. Je pense que j'avais peut-être dit Shawinigan. là. J'avais du Québec. J'avais dit Québec, ok, tu vois, je savais que je m'étais trompé de ville, désolé pour ça. Trois-Rivières. Puis là, on parlait, parce que c'était peu de temps après la mort de Steve Albini, puis là, j'avais dit, mais il y a un groupe québécois qui avait comme participé avec vous autres, avec Steve. Puis, en fait, c'est ça. Puis là, vous m'avez communiqué pour dire, hey, si tu veux en parler, on peut passer. Puis, évidemment, ça fait partie de mes questions, comme c'est quand même un gros nom avec qui travailler. Ouais. Comment ça s'est fait, l'approche? Est-ce que c'était comme tout simplement un courriel, puis vous avez croisé les doigts d'avoir une réponse? Ou Exactement. Moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré là, pour son travail, autant en tant que réalisateur qu'en tant que musicien. Fait que, bon, comme ça, j'ai envoyé un courriel à Electrical Audio, qui est son studio à Chicago, sans espérer trop une réponse. Puis je me disais, au pire, ça va être une réponse de quelqu'un du studio qui me dit, bon, c'est peut-être possible, ou au contraire, ça ne l'est pas. Mais puis finalement, quelques semaines ont passé, puis j'ai reçu un courriel dans ma boîte courriel de Steve Albini directement. Fait que j'étais assez content de voir ça. Puis quand j'ai ouvert le courriel, il nous disait simplement là, qu'il avait vu ce qu'on faisait, puis que oui, ça il tentait de travailler avec nous autres, puis de juste contacter une autre personne du studio qui était Taylor, je pense, pour garder pour une date en particulier. OK. Puis là, à ce moment-là, on n'y croyait pas. Là. C'était vraiment un rêve pour nous autres. Tu sais. Puis, fait que c'est ça s'est fait comme ça, l'approche. OK. Puis c'est ça, tu sais, j'imagine en plus, comme le moment que tu te fais booker, là, c'est comme tout le monde est à la course de OK, là, genre, réservez vos vacances à ce moment-là, parce que c'est maintenant ou jamais. Oui, puis en fait, ça a été un petit peu compliqué parce que ça tombait pendant la COVID. Donc, la première fois qu'on devait y aller, finalement, on n'a pas pu y aller. Il a fallu reporter ça. C'était devenu un peu compliqué. Puis, par après, on a trouvé un moment où ça a donné à tout le monde. Steve a un horaire assez chargé, là aussi. Tu sais. Fait que, mais on a réussi à rendre la chose faisable. Ouais. Tu sais, moi, c'est comme un côté peut-être un petit peu plus comme technique de la chose, mais comment qu'on organise ça? C'est genre, aller enregistrer dans un autre pays aux États-Unis, en fait, c'était à Chicago, fait que c'est pas si loin, mais quand même, si vous ameniez votre gear, est-ce qu'il fallait que vous ameniez comme vos pédales, vos guitares et tout ça, ou il y avait comme déjà un stock préétabli là-bas qui était... C'était juste les amplis qu'on prenait là-bas. Dans le fond, on emmenait nos instruments, nos pédales à effet, puis tout ça, puis... c'est pas mal ça. Il y a le drum. Jack a amené son snare, ses cymbales, mais on a utilisé un kit de drum là-bas. Puis, comme Alex disait, là, il y a les amplis qu'on n'a pas amenés. Mais le reste, les guitares, les pédales, tout ça, on a tout amené. Il y avait de la paperasse à faire, justement, par rapport à ça, pour passer les doigts. OK, c'est ça ma prochaine question. Pour charger les taxes là-dessus en revenant. Puis bon, il y a une certaine préparation. Fallait avoir une lettre aussi du studio qui disait qu'on allait faire ça là-bas de telle date à telle date. Puis, C'est-tu comme aller faire un spectacle, puis il faut comme que tu aies ton visa pour passer, ou vu que vous allez dépenser de l'argent plus que d'en faire? Exactement. Vu qu'il n'y a pas de... On ne fait pas d'argent aux États-Unis, en fait. Il n'y a pas de permis de travail qui est nécessaire. Mais justement, dans la lettre que le studio nous a fait, c'était bien inscrit que le disque ne visait pas le marché américain, mais bien le marché canadien. Même si, bon, maintenant que c'est en ligne, on s'entend que... Est-ce que vous avez fait l'approche, on va dire, tu sais, j'imagine que ça peut être un rêve aussi d'aller jouer aux États-Unis parce que c'est un band francophone, vous avez enregistré avec Steve Albini. Il y en a d'autres bands qui l'ont fait. Là, je pense à Corridor, qui a quand même une carrière aux États-Unis un peu. Il y a eu Malajube qui a fait une couple de spectacles. Absolument. Vous, c'est-tu quelque chose que, disons, en ayant enregistré le EP avec Steve Albini, y a-tu eu des contacts de bands d'ailleurs qui vous ont comme approché pour faire des spectacles avec eux? Ou De bands d'ailleurs, je dis non, pas encore. On aimerait ça si l'occasion se présente. À Chicago, on a quand même, en parlant avec des gens, puis même en se promenant, on a spoté quelques places que peut-être que ça serait le fun éventuellement. Mais oui, ça serait quelque chose qu'on aimerait faire. On se dit, même si on chante en français, je dis, moi, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas l'anglais, puis j'écoutais plein de bands en anglais, puis j'aimais ça pareil. Donc, on pourrait le faire à un moment donné. Puis c'était comment la préparation avant d'aller là? Parce que j'imagine qu'il y a un certain stress à cause, on va dire, de la stature que le nom Albini porte. Comment est-ce que vous aviez fait beaucoup de pré-prod, puis vous êtes arrivé là-bas, puis vous saviez que ça vous prenait tant de temps à enregistrer tel track et tout ça pour comme fitter dans un... J'imagine que vous aviez comme 2, 3 ou... 2 jours. 2 jours seulement, OK. Oui, c'était assez serré, puis c'est la façon d'enregistrer aussi. On a enregistré sur bande analogique. C'est sûr, il y a
moins de possibilités de corriger après. On a fait ça live aussi, les 3 en même temps. C'était pas chaque instrument séparé. Donc, il fallait arriver préparé. Puis on a pratiqué juste en masse. Là. Alex peut en témoigner. On est arrivé prêt. OK. Oui, on avait fait une pré-prod, on a fait des maquettes avant d'y aller, mais au moins, c'était 2 jours, on était vraiment très serrés dans le temps. Moi, personnellement, j'étais un peu stressée à la fin. Là. J'avais peur qu'on n'ait pas le temps de tout faire. Quand il était dans les overdubs des guides puis tout à la fin, mais Steve Albini, il était comme méga généreux de son temps. Là. Il était vraiment pas stressant. Puis la deuxième journée, la première, on avait fini comme à 7 h le soir, puis en commençant à 10 h le matin. Puis la deuxième journée, on a quitté, il était quoi, comme quasiment 2 h du matin, de quoi de même. Oui, en fait, la deuxième journée, justement, j'avais peur qu'on puisse pas tout faire, moi aussi. Donc, je lui avais dit, on est peut-être mieux de laisser faire certains overdubs qu'on prévoyait faire. Puis, il nous a carrément dit, non, faites ce que vous voulez faire, puis on va rester le temps que ça prend. Puis... OK, c'est ça. Ben, je pense que j'avais justement écouté l'entrevue avec du bruit à mes oreilles que vous disiez ça. Puis, tu sais, j'imagine là, qu'il doit travailler genre 7 jours sur 7, des 16 heures, comme presque la grande majorité. Fait qu'il fasse encore ça aujourd'hui. Ça vous a-tu surpris un petit peu? Y avait-tu où vous aviez eu des bons commentaires sur travailler avec lui? C'était comme déjà assez simple ou de quoi? Où vous vous lanciez dans le vide, puis c'était comme... On verra. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Côté attitude, je sais pas de quoi il avait l'air. Dans ma tête, c'est une légende. Je me disais peut-être qu'il est comme intimidant ou quoi que ce soit, mais pas pantoute. Là, il est super accessible puis tout ça. Moi, je savais vraiment pas à quoi m'attendre en allant. Okay. J'avais été très surpris, moi aussi, par son côté accessible, humain. Il était généreux de son temps. Parce que moi, j'avais quand même entendu... quelques petits trucs qui peuvent être difficiles à travailler des fois. C'est quelqu'un qui a des opinions arrêtées sur plein de choses. Mais on n'a pas senti rien de ça quand on était là. Il nous a tout de suite mis à l'aise à notre arrivée. Puis on sentait qu'il s'investissait dans notre affaire autant que pour n'importe quel band plus gros que nous avec lesquels il travaille. Il y a vraiment une éthique de travail incroyable. Ben, il y a beaucoup de vidéos qui sont ressorties de lui comme par après ou qui sont évidemment, on va dire quand quelqu'un décède, tout devient comme plus visible de ces gens-là. Puis il y avait beaucoup de trucs que même lui, encore aujourd'hui, une des affaires qui était surprenante, c'était que le prix était quand même assez accessible pour sa stature. Oui. Il était comme, il était anticapitaliste, toutes ces affaires-là, puis il le disait beaucoup, Fait que ça, j'imagine que c'est un... Il s'en fait plus beaucoup des de même. Fait que quand il doit se faire pousser d'une certaine façon, que ça lui plaît pas... Oui, c'est peut-être ça, les commentaires qui sont sortis, là. Fait que... J'ai pas de doute qu'il peut mettre ses limites quand c'est le temps, là, mais Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait comme peut-être d'autres groupes québécois qui avaient enregistré avec lui précédemment? En fait, on lui a posé la question. Il m'a dit qu'il avait seulement travaillé avec un band de Montréal qui sont anglophones, je crois. Je pense que c'est Godspeed You, oui. Ah, OK, Godspeed, hein, ça se peut. Ouais, OK. ouais. Parce que... on serait en tout cas selon lui, il y en a tellement fait que peut-être qu'il ne s'en rappelle pas, ouais. Mais selon lui, on serait le seul band francophone québécois avec lequel il a travaillé. Okay, il a travaillé avec des bands francophones de la France, il a travaillé avec Godspeed You de Montréal, mais qui sont anglophones. Mais de francophones du Québec, je pense qu'on est les seuls. Mais une affaire, je vais vous dire ça parce que là, évidemment, il y a un auditeur, on va le saluer, c'est Will, en fait, qui joue dans The Westlays puis qui jouait dans Monday's Bay précédemment, qui m'a donné l'info. Puis d'ailleurs, genre, The Westlays, j'aimerais bien ça les recevoir, mais en attendant, allez écouter leur musique si vous ne connaissez pas. Puis d'ailleurs, merci Will pour le tip, mais un des bands que Steve Albini a déjà eu, c'est Dish Pit, un band aussi de Montréal, qui fait dans le grunge aussi, dans le style. Fait que, je pense que ça pourrait être un bon match éventuellement si vous voulez faire des spectacles. Ça serait un bon match. J'imagine que c'est en anglais. Oui. Titre, puis là, j'essaie de voir... là, c'est un autre moment classique de... Mon cahier est trop loin, je ne suis pas capable de voir ce que j'ai écrit. Nora Kelly, la chanteuse, elle a aussi un projet folk country qui roule pas mal. Fait que, cool. Avis aux intéressés. Certains, on va jeter un œil. Une petite tournée, là, fan Dish Pit, là, pourquoi pas. Cool. Puis un des trucs aussi, une affaire, j'ai comme pas mal recherché. Puis d'ailleurs, c'est rare que je fais ça, mais j'ai demandé à Alexandra, d'ailleurs, tu peux-tu me dire c'est qui les membres dans le band? Parce que, tu sais, des fois, il y a comme des membres plus mystérieux que d'autres. Finalement, j'ai réussi à comme pousser ça un petit peu. Mais un des trucs que j'ai vu, toi, Nicolas, tu as déjà eu des bands dans le passé. J'ai comme compris que tu as déjà eu des bands, tu sais, hommage à Muse, peut-être hommage à Foo Fighters, si je... Ça fait longtemps, ça. Ouais, c'est ça fait longtemps. Mais ça fait comme... De ce que j'ai compris, ça fait quasiment comme
15 ou 20 ans que tu n'avais pas eu de band, puis là, tu as décidé de rembarquer dans un groupe? Ça faisait un bon bout, effectivement. Le band sérieux, là, ça faisait un bon bout. Ça s'appelle avoir des enfants. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, je m'en allais dire. Ça fait partie du contexte avoir des enfants et pas avoir de vie. Là. J'ai joué dans mon sous-sol. J'ai continué à jouer tout seul dans mon sous-sol, mais j'ai eu un hommage à Weezer aussi. Mais, OK. Raison obscure, ça n'a pas fonctionné. Des fois, ça marche pas. Non, c'est ça, j'ai eu bien des projets. J'ai fait un album en 2007 avec un band qu'on va jouer au Zénob le 22. Là. Ça s'appelle Le Jour. J'ai enregistré un album avec eux autres. Puis est-ce que tu es encore actif avec eux? Ou Non, okay. non. On a jammé l'année passée, bien avant que je rencontre Yves et Alex. C'est ça, non, ça n'a pas continué. Puis eux autres, ils ont continué de leur bar. Ils ont trouvé un nouveau drummer. Non, puis après ça, 2007, ça a été tranquille une couple d'années. Okay. Je continuais à jouer pour ne pas perdre la main parce que le drummer tout seul, c'est plate, mais c'est quand même mieux que de ne pas jouer du tout. Ah, c'est ça. Là. C'est comme arrêter de jogger puis recommencer plus tard aussi. Là. Il te faut quand même une petite. Je ne suis pas rendu au jogging encore. Non. Non. J'aimerais bien ça, mais non, les genoux, ça ne fonctionne pas. Mais non, c'est ça. Mais j'ai joué beaucoup début des années 2000. Là, j'avais 3 bands début des années 2000 avant d'avoir les enfants. Là. Dans ce temps-là, le plus gros band que j'avais, ça s'appelait Ladybug. OK. C'est un band de Trois-Rivières qu'on a viré pas mal à Trois-Rivières. Puis les gars avaient décidé on s'en va à Montréal, on se loue un 7,5, on reste tous dedans, puis on fait de la musique. Après consultation, ma blonde n'était pas tant d'accord. Fait que ça s'était arrêté là avec eux autres. Là, je les avais laissés aller à Montréal. Puis finalement, ça n'avait pas marché. Ils étaient revenus à Trois-Rivières une couple d'années après. Là. Tu les attendais de pied ferme avec un regard. Non, mais tu sais, le pire, c'est que ça sonnait super bien. C'était un bon band, puis tout. Mais je commençais ma job, tu sais, sa construction, puis je voulais pas lâcher ça. Là. Fait que, puis c'était dans quel style? Là? Tu disais, tu sais, Ladybug, tu as dit l'autre groupe, c'était Le Jour. Fait que c'était dans quel style à peu près? Ladybug, ça sonnait Smashing Pumpkin. Okay. C'était pas mal dans ces influences-là. Là, mais vraiment, le chanteur avait une voix qui faisait vraiment penser à Billy Corgan. Puis les influences étaient là. Puis c'est pas mal dans mon bag. T'sais. Yves aussi, il tripe Smashing Pumpkin. Ah, mais c'est ça. Comme genre, j'imagine que c'est un bon clic, un bon match. Quand on a parlé de Smashing, j'ai fait « Ouh, là, on est en même place. » J'ai juste pas le talent de Jimmy, là, mais... C'était ça ma prochaine question, à quel point là, on va apprendre que tu es un virtuose, parce qu'il est assez fou. Passionné, mais virtuose, ça, c'est une coche en haut. Là. Ah ouais. Mais pas besoin de virtuose pour avoir du fun quand tu joues de la musique. Là. On a du fun ensemble, puis pourtant, notre musique n'est pas... je ne l'ai pas composée dans les 2 EP, mais là, avec les nouvelles tunes qu'on sort, on regarde des choses simples, puis on a une vibe avec ces tunes-là. Mm-hmm. C'est vraiment ça. On finit de jouer une tune, puis on se regarde, il y avait quelque chose avec ça. Là. C'est ça qu'on va chercher. Mais c'est ça, la pause a quand même été assez longue. J'ai eu une coupe de kits de drum achète-revend. C'est une maladie, la musique. Là. Je suis pas tout seul. Là. Eux autres aussi, ils ont plein de bass, plein de guides. Ouais, mais c'est ça que j'ai compris là, qu'il y avait une espèce de côté aussi sur le gear qui est un petit peu vintage, puis justement comme les vieux instruments, puis c'est avec ça que vous jouez. Fait que ça, c'est-tu même tout tu sais, c'est tout ça qu'on entend, disons, autant sur le EP que live, vous avez vos vieux kits vintage, puis vous jouez avec ça. Absolument. C'est un choix qui s'est fait par rapport à nos préférences de ce qu'on veut entendre. Puis, oui, on entend ça autant sur l'album que live. Fait que toi, t'as-tu comme un drum de 1967? Puis, Non, pas encore. Un jour, je vais avoir mon vieux Ludwig, là, mais là, pas encore. Là. J'ai quand même un bon kit, là, mais pas encore. Mais ça, c'est une chose qui m'a fait capoter pour vrai quand je suis arrivé ou jamais avec eux autres. J'étais habitué, tu sais, les derniers bands, surtout l'hommage à Muse, on jouait, on pratiquait avec des in-ears, avec un mixeur. C'était un petit peu plus synthétique, mettons. C'était pas pareil. Là, j'arrive dans le local, puis là, il y a des amplis, vieux Marshall, là, ça sonne pesant. Je suis comme... Wow! Un vrai son, là, un vrai son de guide, un vrai stack de bass. Puis j'étais comme, oh, ça fait différent, ça. Ça fait du bien. Tu as vraiment l'impression, là, tu joues de la musique. Là, le feeling est là vraiment. Oui, ça te rentre dedans. Là, ça protège les oreilles, par exemple. Moi, j'étais bien réticent à commencer à jammer avec des in-ears, ce qu'on fait maintenant avec mon groupe. Mais tu sais, j'ai chialé pendant peut-être 3 mois avant de faire comme, c'est sûrement mieux. Mais au final, dès que tu rejoues tout le groupe au complet, tu le vois qu'il y a comme
une vibe, De là, quoi qui est pas littéralement. là, Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, moi, live, c'est sûr que j'ai pas le choix. Là. Je prends les in-ears parce que le drum, c'est trop bruyant. Là. Ouais. Mais j'ai le mix du son, du band dans mes oreilles, puis that's it, là. On est rarement dans des conditions idéales live aussi. Ouais. Ça. Non. Avec les salles dans lesquelles on joue, des fois c'est tough côté monitoring, tu sais. Mais on y arrive. Puis, tu sais, comment que ça se fait, disons, comme là, j'imagine que vous avez commencé à composer des nouvelles chansons avec Nicolas aussi. Est-ce que vous anticipez aussi de l'enregistrer d'une façon analogue le prochain aussi, justement à cause de ça, ou c'était comme peut-être trop complexe à faire que une fois de temps en temps, c'est assez, ou... En fait, on a beaucoup aimé l'expérience qu'on a eue à Electrical Audio, puis on a aussi beaucoup aimé le produit, le rendu de ça. Donc oui, il y a des grosses chances qu'on s'enligne vers ça, même si on n'est pas, tout ce qu'on fait, on le fait pas par principe, là, donc on n'est pas arrêté sur des questions comme ça. On va voir les occasions qui vont se présenter. C'est un peu la même chose pour le Gear Vintage. Je te disais, ça donne comme ça parce que c'est dans nos préférences, c'est dans ce qu'on veut entendre, mais on n'est pas non plus arrêté à ça. Okay. J'essaie de voir, le premier EP, lui était enregistré de façon OK. numérique au studio Monocube à Saint-Jérôme. En fait, c'est un prix qu'on a gagné à un concours qui s'appelait le Combat des bandes, qui est organisé par la Fondation New Rock avec RNC Media qui est là-dedans aussi. Puis on a gagné un prix à ce concours-là. Puis on est allé enregistrer avec Jeff Grenier, qui a fait une super job. Ça sonne super bien. Puis, Jeff Grenier, j'avais vu... J'essaie tout le temps de voir un petit peu avec qui que le monde a travaillé pour les enregistrements. Puis lui, il me semble, j'avais vu, ça se peut-tu comme il avait déjà fait de quoi avec Vilain Pingouin ou quelque chose comme ça? Absolument. Vilain Pingouin, David Jalbert qui travaillait avec quand on est allé. Puis, ouais. OK. Puis sinon, c'est quoi? Y a-tu des studios qui font du... voyons. Là, j'allais dire du numérique, mais du analogue au Québec qui sont comme vraiment réputés pour ça puis qui sont accessibles aussi? Ou... Il en reste quelques-uns. OK. Il en reste quelques-uns. On a la possibilité de le faire chez nous aussi. Là. On a un kit, je suis pas sûr, je pense pas que c'est ce qu'on va faire. Quand on enregistre, on aime bien se concentrer sur ce qu'on joue et pas avoir à gérer tout le côté enregistrement aussi. Mais on se fait des maquettes des fois, des choses, puis on fait ça complètement analogique chez nous. Sur un gros ruban à 2 pouces. OK, mais c'est ça. Tu sais, j'imagine qu'il faut que tu te trouves un kit en quelque part, parce que je sais que ça devient de plus en plus rare et moins en moins d'entreprises. Une couple d'entreprises, je pense, des dernières années, même qui en fabriquaient, qui ont fermé. Fait que le monde, ils se sont comme fait des méga réserves pour être certain d'avoir encore du tape. Fait que toi, tu as comme un garde-robe plein chez vous. J'ai quelques tapes en backup. C'est bon. Tu peux enregistrer un album triple de 3 albums de 75 minutes. Puis, ouais, peut-être. Ouais. OK, parfait. Hey, c'est vrai, ça n'a pas rapport, là, mais évidemment, je check tout le temps un petit peu les profils Facebook pour trouver comme les anciens bands puis tout. Puis là, Yves, je veux que tu me dises le contexte de... Parce que là, j'ai parlé d'albums de 75 minutes puis on parle d'analogue, mais comment tu as fait pour rencontrer Steve Mason? On va dire drummer de Pink Floyd, là. Fait que, en fait, je gagne ma vie présentement en travaillant avec un groupe, je connais... Ben Gear pour un groupe qui s'appelle The Musical Box. OK, ben ouais. Genesis. Ouais, tu connais. Bon. Donc, on a la chance de voyager un peu partout dans le monde, en tournée. Puis, ça s'est adonné qu'on a fait un show dans un gros festival en Allemagne. Puis, on était la tête d'affiche le vendredi, puis lui était la tête d'affiche le samedi. Donc, on a pu aller voir le show, puis on avait accès un peu partout. Puis, c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer, brièvement quand même, mais le temps de prendre une petite photo. Puis, c'est pas rien, là. Ouais, c'est quand même, c'est Nick Mason. Puis dans le fond, toi, tu travailles dans l'équipe technique, on va dire, parce que, tu sais, Musical Box, je pense que c'est ça, c'est pas le hommage de Genesis qui roule le plus. Tu sais, je sais qu'ils ont comme plein de costumes, ils ont plein de décors qui est original, je pense même à la tournée de Musical Box à l'époque. Fait que toi, si tu as une formation en management de stage puis des affaires comme ça ou j'ai stage aucune tech? Formation, c'est toutes des choses que j'ai appris sur le tas, on va dire. Moi, je suis dans la musique depuis que je suis ado. J'ai un studio chez moi. Puis bon, vu que, comme on parlait tantôt, j'ai un intérêt pour le vieux gear, ben écoute, ça s'est fait de façon naturelle. Musical Box, ils utilisent tout du gear des années 70, de l'époque de Genesis. Donc, c'est des choses avec lesquelles que je suis à l'aise de travailler. Puis, ça s'est fait comme ça. Quelqu'un m'a référé à quelqu'un. Tu avais la connaissance. Ben, un petit peu comme à l'image là, de Nicolas tantôt, j'étais comme, man, j'essaie de trouver des vieux bands dans lesquels ils ont joué puis tout. Puis,
comme autant là, que genre, je voyais là, que tu étais comme un passionné de musique, que, tu sais, que tu avais de l'air à œuvrer là-dedans, puis que tu collectionnais les instruments, j'ai comme pas vraiment non plus. J'ai pas trouvé de band autre que. Attends, j'ai comme vu quelque chose en 2002-2003 comme Croque-Mitaine, puis c'est la seule affaire que j'ai trouvée par rapport à toi. Fait que c'était quoi cette band-là, en fait? En fait, Croque-Mitaine, c'est un peu la genèse de Fan, si on veut. C'est un band que j'ai eu dans le temps du cégep. J'ai parti ça avec Jessica Gaudreau, qui est en fait la première bassiste de Fan sur le premier EP. Puis c'est un band qui a duré quelques années. Puis après ça, moi, j'ai été enseignant. J'ai enseigné dans le Grand Nord pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr, en étant une place juste accessible en avion dans le nord du Québec, j'étais un grand bout parce que j'avais pas de band. J'ai toujours continué à jouer de la musique, à créer des choses là-bas. Pareil, j'avais ma guitare, j'écrivais des chansons. Mais j'avais aucun band pendant très longtemps. Puis c'est à mon retour du Nord, en fait, que je voulais comme repartir un petit peu le projet qui était Croque-Mitaine. Mais bon, on s'entend qu'il y avait presque une décennie qui a passé, donc ça avait évolué les choses un petit peu dans ma tête. On a changé de nom, les chansons se ressemblaient plus vraiment. Mais j'ai recontacté Jessica, puis on est parti faire ensemble. Ouais. J'imagine le drummer qui réussit à amener un kit dans le Grand Nord. C'est sûr qu'il y a 19 bands qui se l'arrachent pour pouvoir jouer avec lui là-bas. Là. Exact. Mais c'était quel genre? Fait que là, c'était-tu aussi un petit peu dans le côté un petit peu grunge alternatif aussi, cette band-là? Oui, ça ressemblait au même genre de musique. C'était plus au niveau des textes. Je pense qu'il y a eu une évolution. Puis, parce que, bon, j'avais pas le même âge. T'écris pas les mêmes choses quand t'as 20 ans que quand t'as 30 ans. Au niveau du son, ça s'est raffiné un petit peu. Mais oui, c'est dans les mêmes territoires. OK. Parce que peut-être c'est ça qui explique, parce que j'ai vu que, on va dire, il y a eu l'album éponyme, mais quand l'album éponyme, l'EP éponyme est sorti, ça fait déjà comme 3-4 ans avant que le band avait redémarré. Ouais. Fait que c'était un petit peu dans ce cas-là, dans le fond, que tu avais réessayé de le repartir. Puis, Oui, puis ça a donné aussi pendant la COVID. Donc encore là, on a été un grand bout. Le band venait d'être formé, mais on était un grand bout parce qu'on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas faire de show. On pouvait pas. Donc ça l'a retardé tout ça. Ouais. OK. Puis là, c'est vrai, tantôt, vous avez mentionné le concours. Le combat des bandes. C'est le combat des bandes, c'est ça? Ouais. Avec ça, j'ai vu que vous aviez comme eu une bourse, puis c'est ça qui avait comme servi à tourner, je pense, le vidéoclip de Faire du rock. Ça se peut-tu? Ou c'est deux choses séparées? Non, oui, c'était pour l'enregistrement du EP. En fait, le vidéoclip, on l'a produit là, de façon complètement... c'était DIY. Là. Ah ouais, crime. Ouais. C'est quand même drone et tout, puis la qualité de l'image est assez malade. Le rendu est assez impressionnant pour les moyens qu'on avait, je dirais. Ouais. On a eu de l'aide de 2-3 amis, puis on a fait ça vraiment. Ouais. OK. Puis c'était quoi justement, comme qu'est-ce que ça l'a impliqué de faire ce vidéoclip-là avec les moyens du bar puis de donner ce rendu-là? Vous connaissiez du monde qui travaillait peut-être en cinéma ou en... Pas tant, mais il y avait juste Jack, dans le fond, son ami... son ami... Je te perdais un petit peu, parce que je voulais pas t'interrompre. C'est son ami photographe. C'est lui, en fait, qui a filmé, puis c'est lui qui a fourni le drone, puis tout ça. Là, mais, Jean-François Turcotte, on peut le nommer. Ouais, c'est ça. Il cherche peut-être des contrats en ce moment, il faut le plugger. Mais non, mais sinon, ça, c'était pas mal... c'était DIY, là, comme il dit. C'est ça, mais c'était gros de la job quand même, là, parce qu'on voulait... on y allait vraiment très tôt le matin pour attraper vraiment le lever du soleil puis tout ça pour la luminosité. Là, fait que c'était de transporter plein de stocks jusqu'à l'endroit où on a marché beaucoup. Là, puis il y a plein de trous partout pour faire attention pour pas... ça a l'air d'une usine désaffectée aussi. Là, c'est une usine qui est abandonnée depuis très longtemps. C'est une usine de pâte et papier à Shawinigan qui est fermée depuis des années puis qui est laissée à l'abandon. Puis c'est ça, le site il est assez difficile d'accès. Là. Ça se rend... Bon, il y a une petite place qu'on peut passer... travers une clôture. Puis, un petit passage secret. Exact, mais ça ne se rend pas en véhicule. Donc là, on transportait, nous autres, on voulait le full setup avec les gros amplis. Les amplis à lampe qui pèsent 100 livres. Oui, à pied là-dedans. Puis il fallait faire attention, comme Alex dit, il y a plein de trous partout dans le sol. Puis tu sais, on s'entend, c'est des trous qui mènent un étage plus bas. Là. Ah, OK, ouais. Léger détail. Oui, c'était quelque chose quand même. Puis il a fallu emmener une génératrice sur place. Il a fallu emmener... C'était quand même un gros projet on ne savait pas trop dans quoi qu'on se lançait, si on serait capable de faire de quoi de bien. Finalement, on était agréablement surpris par le résultat.
Puis techniquement aussi, les jeux de détail, techniquement, c'était pas légal qu'on soit là. Fait C'était que, ma prochaine question. en même temps, je veux dire, on était surpris parce qu'il y avait, plus la journée avançait, plus on voyait, il y avait des familles qui se promenaient, il y avait du monde qui faisait des graffitis. Puis, OK, ouais. On a vu Des familles qui faisaient des graffitis là, avec les petits écrans qui venaient graffer. On a vu 2 gars sortir d'un C'est trou à un Joey moment donné, puis ils ramassaient du métal. tu sais. Ah, ok, ouais. Ils sortaient avec des- Puis c'est ça, fun fact, il y a quelqu'un qui a menacé d'appeler la police à un moment donné. Là, il a fallu qu'il aille calmer le jeu. Finalement, ça a fini qu'il s'abonnait à notre page Facebook, fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'il a dit, mais... Non, ça a bien été. C'est votre plus grand fan maintenant. Ouais, là, c'est ça. puis, ouais. Puis, y avait-tu un choix d'aller tourner ça à cet emplacement-là? Parce que tu sais, j'avais vu un petit peu peut-être que cette usine-là, ça faisait pas si longtemps que ça non plus qu'elle était fermée. Puis j'imagine, si vous habitiez dans le coin, y avait-tu comme un lien, vous connaissiez beaucoup de monde qui travaillait à cette usine-là, puis ça a comme un petit peu chamboulé le... Ben, en fait, ça faisait un petit bout que c'était fermé. Puis c'était une usine qui était quand même très importante pour la région de Shawinigan. Là. Une grosse partie de la population, au moins tout le monde connaît quelqu'un qui travaillait là. Puis bon, c'était au cœur de l'économie. Puis je pense que ça a fait mal quand ça a fermé. Puis ça a été laissé à l'abandon pendant des années. Puis moi, ben, ma mère est toujours dans ce coin-là, donc je passais souvent comme devant. Puis à chaque fois que je passais, j'en revenais pas de voir le décor qui a l'air d'une scène post-apocalyptique. Là. Puis je me disais, bon, ça ferait une belle place pour tourner un clip. Un tout bon ça. petit Puis clip grunge. c'est ça, exact. Puis faire du rock, c'est une chanson qui parle un peu de désillusion, puis de nihilisme. Donc on trouvait que ça collait de faire ça là, dans un décor délabré. Puis le résultat est bon. Puis Oui, vraiment. Là. je pense que c'était vraiment une bonne idée parce qu'on se l'est même fait voler. Fait que... À la même usine puis tout? Ou, OK, ouais. On nommera pas de nom, là, mais... Avec des drones puis tout, là? Genre, c'est quand même le même. Je vais faire mes recherches, on va voir ça. Hey, mais une affaire que je sais pas... Puis là je suis pas mal sûr là, que c'est à du bruit à mes oreilles que vous l'avez dit, mais on dirait que c'était comme un fun fact qui est comme été nommé, puis laissé là, puis je suis comme, hey, je veux vraiment en savoir plus. C'est quoi l'affaire du coat de cuir de Jerry Boulet? C'est juste un petit Easter egg qu'on a voulu placer dans le vidéoclip parce que j'ai la chance d'avoir ça chez moi. OK, fait que c'est ça. C'était-tu un clin d'œil à un clip de Offenbach ou de Jerry ou c'est carrément le coat de Jerry Boulet? C'est son code. C'est son code de cuir. Ouais. C'est fou, là. En fait, je connais bien Denis Boulet, qui est son frère, qui est aussi le premier batteur d'Offenbach qu'on entend sur le premier album, parce que j'ai joué de la musique avec son fils, Raphaël. On parlait de Croque-Mitaine tantôt. Raphaël était le batteur de Croque-Mitaine pendant un petit bout. Ouais, c'est ça. Fait que c'est par l'entremise de Denis là, que j'ai eu la chance d'avoir ce code de cuir-là en ma possession. Puis on s'est dit que ça serait juste le fun de le mettre dans le clip. Question juste un petit clin d'œil. Puis la chanson s'appelle « Faire du rock ». Puis on s'entend que Offenbach, c'est un des premiers groupes rock majeurs du Québec. Donc on trouvait ça drôle de juste mettre le kit, la veste sur l'ampli, en fait. Puis c'est ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'étais comme... C'est super, tu sais, c'est gros. Puis juste le fait de savoir l'histoire de comment quelqu'un peut rentrer en possession avec ça. Ouais. Tu te dis, c'est le genre d'affaire que, tu sais, s'il y avait genre des Hard Rock Café du Québec, ben, tu sais, il serait probablement là, ouais. En attendant, il est chez nous, tu sais. Mais on aime bien ça, placer des petites surprises comme ça, des petites affaires, autant dans nos textes, dans nos... quelqu'un qui veut creuser, il y a du stock à creuser. Ah ouais? OK, là, je sens le défi qui vient d'embarquer, tout ça. Hein. C'est une affaire que vous auriez pu faire, c'est faire un graffiti de fan à l'usine Belgo. Comme ça, le clip du band d'après, vous auriez été dans leur clip aussi. Ça aurait été malade. Ça aurait été une bonne idée, avoir su. Là. Avoir su qu'elle allait avoir du plagiat. Mais en même temps, vous ne pouvez rien faire. Si vous autres, avec, c'était comme un petit peu sneaky d'aller tourner là. Eux autres, ont fait comme... Exact. C'est le choix de la place, je veux dire. La place ne nous appartient pas. On a juste trouvé ça un peu ordinaire qu'il y ait beaucoup de plans qui se ressemblent, puis que c'était pas juste le plan de la place. Puis j'imagine que c'est un band du même coin que vous autres aussi, puis tout. Fait que c'est quelqu'un qui connaissait le spot, tu sais. Mais bon, vous avez plus de views sûrement. Ouais. Yes, c'est bon. Non, le débat est terminé. En fait, je suis obligé de dire que non, mais... Ah, OK. C'est Voivode. Non, le groupe, ouais.
post-apocalyptique un peu. Mais sinon, une autre affaire, je demande. Oui, c'est ça. C'est un truc que j'ai pas beaucoup eu la chance. Je pense même que je l'ai pas abordé dans aucun autre épisode auparavant. Parce qu'il y a un nouveau label qui commence à rouler depuis un petit bout. Puis là, j'ai vu les Sarcastiques, Cato, Phyton Zébré, Gros Lard. Et maintenant, vous êtes sur Miao Miao Musique. Ouais. Une bande vraiment super sympathique que j'ai eu la chance justement de croiser puis de jaser un petit peu avec eux autres. Ça s'est fait comment, la signature, l'approche, puis un petit peu là, les démarches pour arriver avec ce duo infernal? Ben, en fait, ça faisait un petit bout de temps qu'il nous parlait sur Facebook. Mais on s'est rencontrés pour la première fois en personne, justement, au 24 heures live du bruit à mes oreilles. Ça fait un petit bout de temps qu'on se dit, peut-être qu'on pourrait s'arranger pour quelque chose. Puis finalement, on en a parlé plus en détail avec eux là-bas. C'est par la suite qu'on est resté en communication et qu'on a signé le contrat. Là. Puis, c'est ça. Dans le fond, il y a un vinyle qui s'en vient avec les 2 EP dessus prochainement. Oui, en 2025. OK, c'est une bonne nouvelle, ça, en plus. En fait, c'est un peu la base de notre collaboration. Là. Eux voulaient sortir les 2 EP en vinyle, sur le même vinyle. Puis, c'est quelque chose c'est une idée qui nous plaisait. Fait qu'on a décidé d'embarquer. Les gars sont super motivés, ils sont super le fun. C'est quoi, c'est Mathieu puis Sam. Mathieu puis Sam, c'est Ouais. ça. OK, ouais. Fait que non, allez regarder ça. Ben, juste le fait aussi, quand j'ai vu que les Sarcastiques ont embarqué avec eux autres, aussi, c'est un groupe que, en écoutant, j'étais comme, OK, tu sais, maintenant, ça fait du sens qu'ils se font endosser par quelqu'un et qu'ils aident un petit peu. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir aussi des tournées collaboratives avec les Probablement. bands du label. On a même déjà fait un show avec Gros Lard qui fait partie du même label. Tu sais, puis c'est ça. On s'est connus. On se connaissait pas avant, en fait. On s'est connus parce qu'ils sont sur le même label que nous. OK. Puis une des premières affaires qui m'a comme tapé dans l'œil quand j'ai commencé à regarder le groupe et tout, c'est que live, votre nom de band, au lieu d'avoir une banner en arrière, vous avez genre un light bright avec le nom. Y a-tu comme une petite historique derrière tout ça ou c'est tout simplement encore le côté vintage qui ressort du band? C'est pas mal ça, le côté vintage. Ouais, on trouvait ça le fun. On cherchait une manière de mettre le nom du band quelque part sans avoir la fameuse bannière que tout le monde a. Puis c'était juste le fun. Puis on s'en fait beaucoup parler. Ça aussi, je pense que c'est une bonne idée. Il n'y a personne qui l'a volé à date. Non, c'est ça. Mais on s'en fait beaucoup parler, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est bon, là, parce que c'était quand même un move signature que, tu sais, si quelqu'un d'autre le fait un peu plus tard, le monde catch aussi que ça vient de l'autre place. Ben oui. Puis, c'est-tu long, faire le logo, ou vous le préservez comme parfaitement, comme à chaque fois? Ah ouais, mais j'ai une bonne histoire par rapport à ça. En fait, maintenant, il est toujours comme ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai catché qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'à chaque show, il fallait que je le refasse. Ouais. Fait qu'on a collé chaque petite pinouche à Crazy Glue. Là, ça bouge plus. Là, il est seté pour l'éternité. Puis là, c'est ça. Puis tu peux enlever comme la grille en avant puis changer l'ampoule quand même. OK, t'as pas comme tout fini puis faire comme... non. Shit, OK, c'est bon. Une affaire aussi que je voulais savoir, c'est je voulais savoir le contexte, en fait, parce que vous avez sorti la chanson, la reprise, en fait, des Classelles, Les Sentiers de neige, puis qu'il y a un vidéoclip aussi par rapport à ça. Puis c'est un petit peu comme un single qui est comme un ovni dans vos trucs. Puis c'était un one-off. Fait que c'était quoi un petit peu le contexte de faire ça? C'est juste c'est une chanson qu'on voulait reprendre depuis un certain temps quand même, puis on voulait sortir quelque chose à Noël, juste avant Noël, puis c'est ça, on a enregistré ça chez nous, dans le studio à Yves, on a fait une petite maquette de ça. On a enregistré ça dans le salon. Là. Moi, j'étais un gros fan de Noël puis de la musique de Noël. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça quétaine un peu, mais moi, ça me parle. La musique de Noël. Donc, j'avais tout le temps voulu faire, quelque chose par rapport à ça. Puis c'était juste pour le fun, comme Alex a dit, de sortir quelque chose juste avant le temps des fêtes. Puis on a enregistré la chanson, on a fait la petite vidéo chez moi. Puis le pire, c'est que je pense que le timing va être bon parce que, me semble, selon mes calculs, ça sort comme début décembre à peu près. Fait que peut-être que si les gens ils regardent dehors en écoutant le podcast puis qu'ils voient des petits flocons, d'aller l'écouter aussi. Ben oui, allez voir ça. Puis on est même en train d'en préparer un deuxième. C'est ça, parce que je me dis... c'est cool de faire ça, puis ouais. C'est-tu une reprise ou là, vous allez faire genre votre propre tune de Noël? Une reprise encore, même si c'est un rêve que je chéris de composer ma propre chanson de Noël un jour, mais c'est difficile. Ouais. Mais ouais, c'est une reprise. Tu rajoutes une coupe encore. de clochettes, là, puis le monde pense tout de suite que c'est ça. Okay. Exact. Mais on peut-tu le dire? Ouais, oui. En fait, on reprend Les Enfants oubliés, qui est pas une chanson qui est une chanson de Gilbert Bécaud, je crois, à la base, mais qu'on connaît ici beaucoup grâce à Ginette Renault. Je suis un grand fan de Ginette Renault, en plus d'être un fan de musique de Noël, donc ça allait de soi.
on est en train de travailler là-dessus. On a commencé en fait, on a fait l'enregistrement de la chanson, puis là, on va falloir tourner une petite vidéo d'ici Noël. OK. Mais attends, tu sais, peut-être je la connais, mais le titre me dit rien. Fait que c'est-tu une collaboration avec Beko puis Ginette Renault, Non, cette c'est chanson-là? simplement qu'elle a fait sa version à elle. OK. Ouais. En tout cas, si vous voulez, donnez-moi-les. J'habite à Boucherville, je sais où elle habite. Moi, aller dropper ça dans sa boîte à Pour vrai? main. Wow. Wow. Si je réussis à me rendre sans me faire comme arrêter par la police, tout, mais ça a l'air d'être assez facile. Là. Je vais aller mettre ça dans sa petite boîte à mal. Qui sait? Une petite collabo. Ben oui. Peut-être une petite version grunge de Ginette Ça qui serait va arriver. fantastique. Sinon, je parlais un petit peu aussi de Feu Futur Moi, que là, l'album est sorti là, vraiment il y a moins d'un mois au moment qu'on enregistre. Oui, en septembre, en fait. OK. Début septembre. Puis ça a-tu été un petit peu plus un imprévu ou difficile à gérer, le fait que, on va dire, les deux groupes dans lesquels tu participes, que vous participez, a sorti deux trucs en même temps? Y a-tu comme des conflits d'horaires ou des choses comme ça qui ont comme compliqué les choses pour la sortie? Ou Ben, pas tellement, parce qu'en fait, c'est sûr, tu sais, vu qu'avec FAN, on est rendu quand même pas mal actif. FFM, c'est rendu plus mon side project, en fait. OK. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le EP, ça qu'on a enregistré dans le studio Wave, dans le fond, c'est ça. Tu sais, on a fait ça un peu à temps perdu, parce que c'est sûr, c'est genre, avec FAN, on est vraiment occupé puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que non, ça s'est pas entré en conflit d'horaire vraiment, là. Ouais. Feu Futur Moi, le truc aussi que j'ai remarqué, ou peut-être je suis dans le tort, c'est qu'à l'origine, c'était sous stock, puis c'était Oui, un projet exactement. anglophone, mais est-ce que c'était les mêmes chansons, puis c'était carrément une continuité? Ou, Non, c'était vrai, exactement les mêmes chansons. Puis c'est ça, à un moment donné, j'en suis juste venue à me dire que ça faisait pas vraiment de sens pour moi de chanter en anglais. Puis le nom, je suis un petit peu tannée aussi. Là. Fait que ça, c'est les mêmes chansons que j'ai traduites, mais pas mot pour mot. Tu sais, j'en ai comme profité pour un peu les améliorer puis donner un autre sens. Mais c'est ça, non, c'est les mêmes chansons en tant que telles. OK, parce que ça, il me semble que j'avais vu qu'il y avait comme des singles qui ont disparu à un moment donné, je pense, quand le EP est apparu. Fait que c'était un petit Ouais, peu c'est pour ça, faire le exactement. ménage. Puis, OK. En plein ça. Puis là, c'est ça. Là, je vois aussi que. Là, c'est ça. Fait que Studio Nord Magnétique, c'est chez vous, dans le fond, Ouais. Yves? OK, Ouais. c'est bon. Je fais des liens. Parce que ça, je voyais que ça avait été enregistré analogue, celui-là aussi. Puis sinon, ça, Feu Futur Moi, là, vous êtes rendu. À la base, vous étiez un quatuor. Puis là, je sais pas si c'est encore d'actualité. Est-ce que vous cherchez encore un bassiste? Ben, ou, en fait, c'est ça, j'ai comme décidé de changer de line-up comme souvent. Là. C'est là, parce c'est que toi la boss de ce projet-là, fait que t'as le droit. Fait que- Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, notre guitariste, c'était aussi l'ancien drummer de Defan, quand il a quitté, ça, on a décidé de rester les trois. Mais ça, sur le P, la guitare prend quand même une certaine place. Là. Il y a quand même beaucoup de tracks puis tout ça. Je crois qu'en live, c'est moins représentatif. Fait que là, je suis à nouveau à la recherche d'un bassiste. C'est que le bassiste va devenir guitariste. OK. Fait que là, on cherche un bassiste. OK. Mais je sais pas, là c'est peut-être moi qui ai comme mal vu mes affaires, mais j'ai vu que Nicolas jouait de la basse. Non. J'ai déjà joué. Ah, OK, c'est ça, tu vois, je savais qu'il y avait J'ai pas déjà joué, j'ai Je l'apprends, essayé. moi aussi. Là. Puis le pire, c'est que j'ai dit, si j'avais plus de temps puis plus de talent, Ah ouais? j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça parce que le style d'FFM, ça cadre pas mal encore dans mes cordes. Là. Mais non, c'est ça. J'aime mieux me concentrer plus sur le drum. Puis OK. les projets qu'on a qui s'en viennent. Là, fait que... Mais c'est le fun de jouer de la bass, c'est ça le pire. Là. C'est super le fun. Ouais, mais vraiment. Parce qu'il aurait pu avoir comme un cycle parfait de finalement les deux bands fusionnent en un, mais c'est pas les mêmes membres qui jouent les mêmes instruments. Ça aurait été. Ben, ça aurait fait weird de jouer avec mon chanteur, guitariste qui joue du drum. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'écoute ses tracks, je dis, hey, il est donc bien bon, je joue du drum. Mais bon. Mais bon. Qui sait, peut-être, tu sais, apprends-les de temps en temps au cas que le futur bassiste, le feu futur bassiste se brise un. C'est la une cinquième main, roue du quoi. carrosse. Ouais, c'est ça. Sinon aussi, ben c'est ça, j'avais vu, je pense que Feu Futur Moi ou Stock, vous aviez fait aussi, ça se peut-tu le même concours? Ah oui, que- c'est vrai. Ouais, les mardis, la relève. OK. C'est le fan aussi, le fait. Je n'étais pas encore dans le ben à ce moment-là. Puis, ouais, c'est ça, genre, avec Stock, puis après ça, avec FFM, Feu sur moi. OK. Puis, et c'est quoi, j'avais vu à un certain point, ça se peut-tu, j'ai vu David Jobin passer. Ouais. Ça se peut-tu qu'il était en ligne? Parce que moi, j'ai le référent, là, j'ai vu par après qu'il était dans Olinéa, mais moi, j'écoutais son podcast dans Loge avant qu'il faisait, que j'étais comme, je trouvais ça super bon. Puis d'ailleurs, je pense qu'il le fait plus, là, mais. Fait que c'était comme un des membres aussi original de. Oui, puis il a été temporairement avec nous dans FFM à Basse.
C'était pendant la pandémie, fait que c'était comme un peu disperser les pratiques, mais pendant 2 ans à peu près, je pense. Ouais. OK. Puis là, maintenant, c'est Mathieu qui est avec nous. OK, c'est ça. J'essaie de voir, parce que là, j'ai vu aussi que Jack a été dans les 2 bands, Ouais, puis tout. Là, j'étais comme là, c'est c'était. C'est mêlant, c'est ça. hein. C'est tout. Au moins, c'est pas pire. Là. Ça veut dire que c'est bon signe si vous vous entendez tous, peu importe le projet à rouler. Sinon, j'ai vu qu'il y a eu des shows avec le Mario Rock Band. Puis moi, à la base, je savais même pas que c'était un band. Je sais pas ça fait combien de temps que c'est un band. Mais vous, est-ce que c'est quelqu'un qui vient du même coin que vous? Vous l'avez juste rencontré par hasard, puis ça a bien cliqué, vous avez fait d'autres spectacles ensemble? Mario, il vit à Montréal, je crois. OK. En fait, c'est qu'on a fait un show une fois au Quai des Brumes. Puis il passait en face, puis il est juste arrêté, puis voir qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, il est reparti avec notre T-shirt. Ah ouais? Puis moi, je connaissais le personnage de Mario Rock qui était dans l'émission avec Mike Ward. Ah ouais. Comment ça s'appelait? Le gros show. Le gros show. Je connaissais le personnage, mais je n'étais pas au courant non plus qu'il y avait un band avec ça. Qu'il avait reparti un band, en fait, pour continuer à faire vivre le personnage. Puis quand je l'ai su, je lui ai proposé qu'on fasse de quoi ensemble. Puis on a fait un premier show ensemble, puis on s'est super bien entendus. Ils sont fun, c'est une belle gang, on s'entend bien. Fait qu'on a décidé de remettre ça plusieurs fois. On en a quelques-uns de faits, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. J'ai pas les dates exactes encore, mais il y en a d'autres qui s'en viennent en février avec Mario Rock Band. Ouais. OK, si on peut rien pour rien spoiler, mais même si ça sort début décembre, y a-t-il des affaires justement que vous avez le droit d'annoncer? Ou En fait, rien en... Notre show le 22 novembre, c'est au Zénob à Trois-Rivières. C'est ça, mais il va être déjà trop tard. non, mais j'ai quelques membres Patreon qui vont l'entendre. Et je pense qu'il y a des membres même de Trois-Rivières. Fait que ça peut vous amener une ou deux personnes de plus. On joue le 22 novembre au Zénob à Trois-Rivières. Ouais. Puis sinon, on est en train là, d'organiser une petite tournée là, qui va avoir lieu dans le mois de février, de fin janvier à début mars, en fait. Plusieurs shows, au moins une dizaine de shows, donc quelques-uns avec Mario Rock Band. OK, parfait. Puis moi, on dirait que là, j'ai comme accroché à de quoi, vu que là, je l'ai appris, puis là, je veux en savoir plus. Mais en fait, moi, Nicolas, les 2 bands dans lesquels tu as été, là, c'était Le Jour puis Ladybug. Ah, j'en ai plus que ça. OK, c'est ça. Ben moi, c'est ça. Moi, je veux creuser puis je veux apprendre. Il y en a-tu là-dedans qui ont sorti des albums, qui ont roulé beaucoup comme en show? Un album, il y avait juste Le Jour. Le premier band que j'ai eu, c'était un hommage à Nirvana. Ça, on a fait une couple de shows, mais ça, c'était vraiment un band que t'as 17 ans, puis tu commences à jouer de la musique, tu joues avec des chums. Là, c'était vraiment ça. C'était pas sérieux plus qu'il faut. Mais après ça, j'ai eu une couple de bands, mais les projets étaient difficiles à aboutir. Moi, je voulais un peu plus que la moyenne des ours, puis les autres voulaient moins, fait que c'était difficile à aboutir. Puis, jusqu'à temps que toi, t'ailles un kid, puis que tu reviennes dans l'autre clan, tu peux plus... Ouais, ben, la volonté a toujours été là, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que tu saches gérer ton temps avec les enfants puis la famille. Mais non, pour vrai, j'ai passé un paquet de bandes, là. Le chanteur, guitariste de Le Jour, j'ai joué avec lui dans une première version du band, mais qu'on chantait, c'était en anglais, puis c'était un petit peu plus, c'était pas mal plus rock. Ça s'appelait Random dans le temps. Fait que j'ai eu plein de contacts à gauche puis à droite. Là. Puis c'était tout le temps dans le coin de Trois-Rivières? Oui, c'était pas mal tout le temps dans le coin de Trois-Rivières. Puis c'est sûr qu'à cette heure, là, je vois beaucoup, tu sais, je vois passer des annonces, c'est ça, de musiciens et des gars qui cherchent à la grandeur du Québec. Là, mais quand je cherchais un band, je me disais pas je vais commencer à aller jouer à Montréal un mardi soir pour une pratique. Là. Non, c'est inconcevable. Là. Fait que non, mais j'ai toujours continué. C'est juste que les projets ont été plus dilués. Là. C'est plus de projets, contrairement à Yves, mettons que Croque-Mitaine, ça a duré longtemps, puis Fan, ça fait longtemps. Y a-tu quand même eu des projets que, disons, vous êtes venu jouer, vous avez joué à Québec, à Montréal un petit peu, ou des choses comme ça? Dans ce temps-là, non, à part avec Le Jour. Mais les autres, là, non, les autres, c'était pas assez. Ça levait pas assez. Mais pour vrai, à Trois-Rivières, il y avait quand même, là, une couple d'années, là, il y avait quand même une belle scène quand il y avait le Maquisard et tout ça. Là. Maquisard, c'était une grosse place. Là. C'était vraiment ça, on a joué là souvent. Tu sais, quand tu remplis le Maquisard, tu as 300-400 personnes là, qui sont là. C'est quand même assez fun. Là, ouais. Ça, c'est arrivé avec les debugs. C'est arrivé 2 fois là, qu'on a rempli le Maquisard.
Mais, Quand même, OK. Fait que ça a quand même... Je suis vraiment curieux. Là, moi, on dirait que je sais déjà là, que quand que je quitte cet épisode-là, dans mon auto, j'essaie de trouver justement cette musique-là. Parce que, tu sais, 300-400 personnes, c'est immense, là, genre pour un band, on va dire, intermédiaire. Ou, tu sais, ouais. Ça veut dire que vous avez quand même un bon following, puis... Ben, tu sais, début 2000, c'est sûr qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. Tu sais, si on avait eu le même vibe, mettons, tu as le même vibe actuellement, ça aurait peut-être popé un peu plus. Je sais que les gars, ils ont, quand ils sont partis à Montréal, ils ont enregistré un démo. Puis ça n'a pas levé comme qu'ils espéraient, mais ça sonnait quand même super bien. Puis le démo, c'était sensiblement les tracks de drum que je jouais, que le nouveau drummer a repris. Ouais. Mais c'était quand même bien. C'était quand même bien, mais... C'est ça, il est arrivé des choses de la vie que... Ouais. Ah, mais je suis curieux, pareil, là, de l'entendre ça. Là, ça a vraiment piqué ma curiosité. Je sais pas si ça va être live en quelque part ou ça va être YouTube. J'en ai aucune il y a idée. tout le temps quelqu'un qui laisse des traces. C'est rare qu'il y a comme aucun band qui a rien nulle part. Là. Ça serait qu'un petit clip de comme 30 secondes là, dans un bar quelconque, comme le Maquisard ou de quoi de même. Ou le... Ouais, c'est possible. Ouais. Moi, c'est quoi le seul? J'ai fait... C'est Rock... le Stage... Le Stage Rock Café. Ouais, c'est ça. Moi, c'est là la seule place que j'ai joué dans ma vie à Trois-Rivières. Puis c'était super cool après, mais là, j'entends que, tu sais, je pense que ça roule encore, cette place-là. Ouais, ça marche. Ouais. Puis sinon, c'est ça, j'essaie de trouver aussi, tu sais, de ton côté, Alexandra, j'ai rien trouvé avant Stock, mais je voyais quand même que ça faisait sûrement qu'avant même ce projet-là, tu jouais déjà d'un instrument quelconque avant. Mais comment que ça s'est fait, les premiers projets? Mon premier projet, j'étais au cégep, j'avais comme 18 ans à peu près. Puis, ouais, t'as pas dû trouver des traces de ça parce que je pense qu'on n'était pas. Je pense que Facebook n'existait pas. On était sur MySpace, là, donc plus difficile à trouver. Mais c'est ça, à ce moment-là, c'était mon premier band. Puis, je pense que j'étais un peu désespérée de trouver du monde avec qui jouer, là, parce que ça, c'était vraiment pas un style que j'aime ou que. Ça, c'était plus un peu à la Evanescence et des choses comme ça. Là. Tu t'es greffé à un band qui existait, dans le fond? Oui, c'est ça. Ouais, à la Guite. J'étais avec eux pendant un certain temps, pendant quelques années quand même. Et puis, on a fait quand même plusieurs shows puis tout ça. Par la suite, c'est ça, au début de ma vingtaine, j'avais comme un petit projet comme ça avec des amis, mais ça n'a pas abouti à des shows, quoi que ce soit. Puis après ça, quelques années après, c'est là que... J'ai formé Stock, qui est devenu FFM. OK. Puis quand tu disais le projet, là, c'était-tu hommage à Evanescence ou ça sonnait un peu comme... Ça sonnait comme ça. C'est un peu wannabe Evanescence. OK. Puis ça s'appelait comment, le nom? Parce que moi, je vais chercher le MySpace après ça aussi. C'est ça. Endless Night. OK. Non, je connais pas de nom. J'ai le CD chez nous. Oh, OK. Il a fait ça. Ça veut dire qu'il y a peut-être des traces sur Discogs. Je vais pouvoir comme gratter un peu plus. Puis le band d'après, ça s'appelait comment aussi? On n'avait pas vraiment de nom, parce que je veux dire, ça n'avait pas vraiment vécu. Là. Je veux dire, c'est plus resté dans la cave, là, finalement. Okay. Non, c'est plus... ça n'avait vraiment pas rapport avec ce que je fais maintenant. Là. C'était plus... c'est quasiment métal industriel, un peu à la Rammstein, des choses comme ça. Là, des affaires que j'écoute plus tellement. Là. En fait, plus pantoute. Là. Ouais. Fait que le Stock, c'était vraiment le premier projet dans lequel que tu chantais, tu composais toutes tes chansons déjà avant avec les autres projets, mais tu gardais pour toi un petit peu pour pouvoir les développer de ton côté? En fait, dans Endless, il y avait une chanson que j'ai composée, mais qui fitait zéro avec leur style, que j'ai comme un peu recyclé avec FFM. Mais c'est ça. Sinon, l'autre projet après... j'avais composé un petit peu, mais j'ai rien gardé de ça. Puis c'est ça, Stock, c'est vraiment le premier projet où je compose à 100%. OK, c'est bon. Y a-tu aussi des annonces avec, là, je vais dire FFM, là, je vois que c'est comme passer feu sur moi, on dirait que je m'accroche tout le temps un petit peu quand je veux le dire trop vite, mais y a-tu des shows qui sont annoncés? Parce que je pense justement que FAN prend beaucoup d'espace, prend beaucoup de temps en fait pour les spectacles et tout. Est-ce que tu réussis à en plugger un petit peu par-ci par-là dans les mois à venir ou avec la sortie du EP surtout? Puis, ça, comme je dis, c'est devenu plus mon side project pour l'instant. Fait que, on est pas mal moins actifs, mais on va faire un show une fois de temps en temps, quelques-uns par année. Puis le prochain, ça va probablement être en février, probablement plus à Trois-Rivières là, pour faire comme un lancement plus officiel du EP. OK, c'est bon. Fait que de toute façon, évidemment, là, comme je dis au monde... une des affaires, là, si vous écoutez l'épisode, suivez les bands là, sur les réseaux sociaux. Là, tout est là, parce que même si on le dit là et que quelqu'un l'écoute dans 6 mois, mais, il va au moins avoir le référent. Mm-hmm. Là, depuis peu, je suis rendu diffusé sur C'est Fou 89.1, la radio de... Là, je dis UQ...
ATR, Lu4, je sais pas s'il y a comme un petit résumé. Puis là, je vois que une de Ex Tenebrix Lux est sur le palmarès depuis pas longtemps. Même je pense qu'aujourd'hui, j'ai regardé, vous êtes rendu numéro 2 au moment où on se parle. Ouais. C'est une bonne nouvelle, ouais. Ouais, c'est ça. On salue Marc, d'ailleurs, de Hibou Hibou, là, qui gère un petit peu ces affaires-là. Puis, fait que là, j'ai vu qu'il y a cette chanson-là qui est rendue comme presque numéro 1 maintenant au palmarès. Vous êtes aussi inscrit au palmarès, la disque et tout ça. Vous, vu que tout ça s'est fait, on va dire, avant la signature avec Miao Miao, comment vous faisiez la promotion de votre musique pour approcher justement les radios? Puis, tu sais, palmarès, la disque, comment qu'on fait pour se rendre à cette page-là? Parce que c'est quand même une bonne vitrine aussi. En fait, toute la promotion, on l'a fait par nous-mêmes. C'est sûr que là, on va peut-être avoir un peu d'aide de Miaou Miaou, mais reste que l'essentiel de notre deal avec Miaou Miaou, ça tourne autour de la sortie du vinyle. Donc, on risque quand même de continuer à faire de la promo, du booking, puis tout ça par nous-mêmes. On reste quand même un petit peu indépendant sur ces points-là. Fait que c'est du gros travail, c'est beaucoup de temps qu'on se partage, principalement Alex et moi. Là. OK. Ben, j'ai vu à un certain point, on va dire comme dans mon groupe, on s'est finalement inscrit à la SOCAN quand on a réalisé qu'il y a des festivals que si t'es pas à la SOCAN, ben, ils vont pas te prendre parce que il y a tout un côté de financement et tout ça. Pour être comme dans la liste de la disque, c'est-tu un petit peu le même principe? C'est-tu juste vous autres qui avez envoyé ou c'est eux autres qui sont allés le chercher parce que vous êtes quand même indépendants aussi? C'est nous qui l'avons envoyé. Puis, mais on est inscrit quand même à SOCAN, Artistis, Soproc, tout ça, parce que bon, on a des chansons qui tournent à la radio satellite aussi, Sirius, Sirius XM, Stingray. Donc, on n'a pas le choix si on veut toucher ce qu'on a touché. Un revenu quand même pas négligeable là, quand tu réussis à passer sur ces radios-là. Les radios satellites, c'est quand même bien. OK. L'autre affaire, c'est ça, je veux savoir, y a-tu comme d'autres clips qui se. Tu sais, là, on a parlé de la tourne de Noël, mais y aurait-tu d'autres trucs justement qui se feraient pour des vidéoclips de d'autres chansons que peu importe lequel des deux projets qui serait envisagé? En fait, on prévoit en faire un pour le EP Mon Ombre. On s'entend pas encore exactement sur quelle chanson. Mais oui, il va en avoir un qui va sortir. Incessamment. Si c'était juste de nous, on en ferait pour toutes les chansons. On aime beaucoup le vidéoclip, mais c'est beaucoup de travail. Puis on préfère quand même... on fait de la musique avant tout, donc on préfère quand même mettre notre énergie là-dessus. Mais... Parfait. Ouais. Sinon, je sais pas, moi, ça fait pas mal le tour. Je sais pas s'il y a des trucs que vous voulez plugger à part la mouche qui, évidemment, qui m'attaque pendant que j'essaie de parler. Ouais, depuis tantôt. Aussi, on a de la merch, des t-shirts. Ah, ben justement. On va apporter un petit quelque chose. Attends, je vais montrer ça. On va essayer de pas accrocher des caméras. Ah, il est tellement hot en plus. Regardez. Voilà. Tout ça, c'est sur le Bandcamp maintenant qu'on peut l'acheter. En fait, il va être sur le Bandcamp de Miaou Miaou. OK. Il n'est pas sur le nôtre, mais vous pouvez nous contacter directement aussi. On a 2 T-shirts. On a la cassette du premier EP. On aime bien sortir nos choses en cassette. Est-ce que j'étais tellement déconcentré? Je me filmais juste moi avec le T-shirt. Excuse-moi, pas de parler. Mais oui, c'est ça. On aime bien le format cassette. Donc, on a sorti le premier EP en cassette. Puis le deuxième va sortir en cassette aussi sous peu, probablement avant la sortie du vinyle qui s'en vient. Oui, parce que j'ai vu que Miao Miao, je pense qu'ils ont sorti Kato récemment, un album précédent aussi en version cassette. Fait qu'ils ont l'air d'être quand même poussés ce côté-là. Puis c'est très le fun comme merch à avoir pendant les shows puis pour laisser une trace derrière. Là. Puis on a inclus le coupon de téléchargement dans notre cassette. Donc ça donne une raison de l'acheter même si vous n'avez pas de tape cassette. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, on dit, tu sais, j'encourage tout le temps fortement le monde à aller comme, tu sais, acheter leur musique sur Bandcamp au lieu juste de l'écouter sur Spotify. Ouais. Mais on va dire, le fait d'acheter la cassette, ça donne le droit d'aller sur Spotify parce que tu as payé le band. Là, je fais des gros guillemets, évidemment, mais tu sais, c'est un plus. Puis, comme je dis, là, une cassette, tu peux l'acheter au début du show, tu la mets dans ta poche, puis tu y penses plus au lieu de traîner ton vinyle comme. Puis là, t'espères qu'il en reste à la fin du show. Puis tout. Fait que, très bon move. C'est pour ça que la cassette, je pense, à revie. Mm-hmm. Fait que, moi, ça fait le tour. Je sais pas si vous avez d'autres trucs que vous voulez plugger ou qu'il y a des choses flagrantes que j'ai oublié de mentionner ou que vous vouliez parler. Je pense pas. Non, ça fait le tour. Non, je pense que c'est bien. Ouais. En tout cas, je vais aller chercher du Endless Night, puis du Le Jour, puis du Ladybug, c'est sûr et certain, après ce truc-là. Allez suivre tous les réseaux là, de FAN et de FFM pour ne rien rater des prochains spectacles. Puis c'est ça. Aussi, mention, je pense que j'ai oublié, mais merci à Simon Pelletier pour
l'editing sonore de l'épisode. Puis, allez écouter du fan puis du Feu Futur Moi à profusion. Fait que, merci, gang, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Puis, Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. succès. Bonjour, chers auditeurs. On est de retour. En fait, parce que, comme ça arrive souvent quand on ferme les micros, il y a comme tout le temps une information qui pop, qu'on fait comme on aurait dû en parler de telle affaire. Puis je pense que cela, ça valait vraiment la peine. En fait, je vais te laisser parler, Yves, sur l'autre projet à surveiller qui peut être très intéressant. Puis je pense qu'il va vraiment piquer la curiosité de pas mal de monde. Oui, on parlait de l'enregistrement qu'on a fait à Electrical Audio avec Steve Albini. En fait, il y a un petit documentaire qui est en préparation sur toute la session d'enregistrement. On a pris beaucoup d'images, beaucoup de photos là-bas. Donc, je pense que ça va intéresser les gens qui s'intéressent aussi à ce que Steve y fait, parce que veut pas, c'est un des derniers projets qu'il a fait, auquel il a participé. Puis, on va le voir à l'œuvre dans ce qu'il faisait de mieux pendant le documentaire. Puis une affaire, je me suis demandé aussi, là, excusez, parce que là, j'ai brisé le pied de micro, ça a l'air entre les deux takes. Fait que là, je vais le tenir, ça se peut qu'il y ait un petit peu de son fatigant. Mais une des affaires aussi, est-ce que vous savez combien de bands après vous qui ont enregistré? Vous êtes pas mal d'un dernier qui a... Je pense que oui. Il y en a probablement fait d'autres après nous. Combien, je peux pas te le dire, mais oui, on est dans les derniers projets qu'il a fait. Puis je sais qu'on est le 2033e album qui a enregistré, fou, si je me trompe pas, parce qu'il numérote tout sur la bobine. Puis sur notre bobine, il y a son numéro décrit. Je crois que c'est 2033. Ah, OK. C'est bon. Et puis, ça me fait penser, je vais en profiter vu qu'on est dans le sujet, mais le mastering a été fait par Matthew Barnhart, que j'ai vu qui a travaillé avec Husker Du, avec Metz, avec Piss Gene. Puis toi, tu comme, on va dire, la personne de mastering qui fourni avec le studio, qui travaille avec Steve Albini tout le temps, ou c'est quelqu'un d'autre? Relié à l'entreprise à qui il réfère souvent, Chicago Mastering Service. C'est ça, c'est pas le même studio, mais il réfère souvent les gens là, puis ils sont 2-3 qui font le mastering là-bas. On a choisi Matthew à cause de son background, justement, qui nous parlait un peu. On est bien content de la job aussi. Puis on parlait du documentaire sur Steve Albini, mais on est aussi en préparation d'un genre de mini making-of du vidéoclip Faire du rock qu'on a filmé dans l'usine de Belgo, parce que ça aussi, c'était toute une entreprise. Donc, on a le goût de montrer un petit peu l'envers du décor aux gens. Cool. Puis ça s'en vient, ça aussi. OK. Faites-le avant que l'autre le fasse. On va essayer. Puis est-ce que, là, j'imagine, avec le montage, tout ça prend du temps, mais est-ce que vous avez des dates que vous voulez les sortir approximativement, les deux? Ou je peux pas donner de date précise, mais ça va être en 2025. OK, parfait. Ouais. C'est good. Bon. Je pense que on a-tu d'autres choses? On va juste essayer de voir comme tout est beau. Mais ça, moi, j'ai même pu poser ma petite question que j'avais pas, mais... Fait que c'est ça. Fait que ceci sera la fin numéro 2